Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir, donc le podcast immobilier de Télescope. Et j'ai aujourd'hui avec moi le CTO et cofondateur de Meilleur Acheteur, Charles Collat, qu'on va présenter dans le podcast. Donc comment est-ce que tu vas, Charles ? Eh ben super bien. Je vais bientôt partir en vacances ce soir, donc Trop bien. tout va donc très bien. Là, avec le soleil en plus. Magnifique soleil à Paris. Donc super, est-ce que le business va bien ? Le business va bien, ça a bien repris là en septembre. Forcément, toujours quand on a un business dans l'immobilier, en général en août, c'est très calme. Les notaires sont pas là, ça signe pas. Les agents immobiliers sont pas là, ça répond pas. Donc nous, en général, on fait une bonne pause en août, mais en septembre, ça reprend bien. Ouais. Super. Alors écoute, nous, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Et puis aussi sur Meilleur Acheteur, comment est-ce que l'idée vous est venue, comment est-ce que vous avez créé la plateforme, etc. Donc voilà, on va d'abord commencer par un bond dans le passé. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler peut-être un peu d'où tu viens, dans quel contexte tu as grandi, etc. Et tout ça un petit peu avant Meilleur Acheteur du coup. Ouais, bah du coup, Charles Collat, 32 ans. J'ai fait un parcours d'ingénieur en informatique. Donc j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai fait un bac scientifique et tout de suite, j'ai eu Internet très tard, à 15 ans. Genre. Et au final, du coup, j'avais une telle frustration que quand je l'ai eu, tout de suite, je me suis mis à fond dedans, à essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, à lire mes premiers tutoriels, à faire mes premières pages web. Et du coup, cette passion s'est traduite tout de suite en allant étudier donc à l'EPITA, qui est une école d'ingénieur en informatique avec une prépa intégrée post-bac. Et du coup, j'ai fait mes années là-bas. Et j'ai très vite commencé. J'ai toujours eu une appétence entrepreneuriale. Même étant petit, j'ai toujours fait des petits projets, des petites choses. Et ça s'est traduit en fait pendant mes études d'ingénieur en informatique avec, j'ai tout de suite fait du freelance, à faire des sites web pour des entreprises, pour des associations. Et j'ai découvert ensuite le monde des startups en faisant un stage chez Mailjet. C'était le tout début des startups dans le Sentier, pas très loin d'ici. 37 bis rue du Sentier, je m'en souviens très bien. Et donc on baignait dans un milieu de startups puisque Mailjet faisait partie de eFounders, qui est devenu Exa. Qui avait lancé sous forme de startup studio de nombreuses boîtes qui sont très connues maintenant comme Aircall, Spendesk, Front. Il y avait Mention à l'époque et tout ça, on partageait un grand bureau. Moi, j'étais chez Mailjet. Et donc, ça m'a tout de suite donné envie en fait, de monter une startup en sortant d'études. Et donc, à la toute fin de mes études, même encore pendant mes études, j'ai monté ma première boîte qui est donc Wellmo, qui est une agence immobilière en ligne qui s'est développée sous forme de réseau de mandataires. Donc moi, je l'ai cofondé en tant que CTO, donc tout de suite développé les outils, la plateforme. Et j'en suis parti au bout de 7 ans de l'opérationnel. Je suis resté associé. La boîte a été reprise récemment par un grand groupe qui s'appelle Digitereux. Et quand j'en suis parti, donc il y a environ 2 ans et demi, j'ai monté donc Meilleur Acheteur, une autre boîte dans l'immobilier, toujours en tant que CTO et cofondateur, mais cette fois-ci plus à destination des investisseurs. En fait, cette première expérience avec Wellmo m'a donné envie d'investir dans l'immobilier. Et donc, en investissant, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai voulu aller plutôt là-dedans, alors que Wellmo, on était vraiment positionné sur de la résidence principale, de la résidence secondaire, peu d'investissement locatif au final. Et j'avais envie de progresser aussi dans ce milieu-là, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'est venu petit à petit Meilleur Acheteur. Et donc, la Meilleur Acheteur, on a mieux ciblé notre positionnement et on accompagne des investisseurs à acquérir des murs commerciaux, donc les murs des boutiques qui ont pignon sur rue, de restaurants, de cavistes, de boulangeries, qui ont, du coup, c'est une classe d'actifs et un investissement qui comporte de nombreux avantages et donc on s'est spécialisé là-dedans. Ok, on va parler de ces avantages plus en détail dans le podcast. Pour revenir du coup à Meilleur Acheteur, est-ce que tu peux nous pitcher Meilleur Acheteur et nous expliquer qu'est-ce que Meilleur Acheteur ? Ouais, donc Meilleur Acheteur, c'est une plateforme sur laquelle on s'inscrit en tant qu'investisseur immobilier, qu'on soit investisseur aguerri ou qu'on soit un investisseur plus débutant. C'est une plateforme qui va agréger en fait tous les biens commerciaux qui sont en vente sur le marché, des différentes sources, différents portails d'annonces et aussi des sites d'agence. Et nous, derrière, on a un algorithme maison qui va en fait faire ressortir les meilleures opportunités. Donc, je donne des exemples. On va utiliser des open data, de l'IA, pour pouvoir dire si un emplacement est bon, dire si le prix au mètre carré du bien qui vient de sortir est inférieur ou supérieur au prix du marché. On va pouvoir
analyser plus finement l'annonce via l'analyse sémantique pour dire là, l'agent immobilier, il a mis que c'était 60 mètres carrés, mais en fait, c'est 40 mètres carrés de rez-de-chaussée, 20 mètres carrés de sous-sol. Donc, on va repondérer le sous-sol et on va taguer les biens par rapport à ce qu'on identifie. Et ça nous permet de faire ressortir les meilleures opportunités pour les investisseurs. Voilà. On va estimer les loyers quand c'est vide, calculer les rendements quand c'est occupé, etc. Ok, c'est une plateforme SaaS. Est-ce que vous avez une application ? C'est une plateforme purement web, il n'y a pas d'application mobile et on ne fonctionne pas en SaaS. En fait, on ne fait pas payer d'abonnement à nos utilisateurs, ils s'inscrivent gratuitement. Ils ont accès à tout ce sourcing-là et en fait, quand des biens leur plaisent, ils font ce qu'on appelle des demandes de dossier. Donc, ils veulent aller plus loin et ils veulent qu'on aille réunir les documents pour eux. Et en fait, ils sont accompagnés par un chargé d'affaires qui va les appeler, les onboarder quand ils s'inscrivent et qui va comprendre leurs besoins et aller parfois leur pousser des produits, à leur dire celui-ci, je pense qu'il est bien pour toi et qu'à tel prix, ce serait pas mal. Donc, il y a à la fois ce côté tech et l'accompagnement humain. Et voilà, pour garantir une bonne expérience. Et notre business model, c'est de prendre une commission côté acheteur au succès, donc en cas de deal. Voilà. Ok, c'était ma question que tu as anticipée. C'est comme ça qu'on Parfait. fonctionne. Au niveau de la taille de votre équipe aujourd'hui, donc tu as cofondé Meilleur Acheteur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création, du constat duquel vous êtes parti ? Comment est-ce que vous avez décidé de créer l'équipe ? Ouais, c'était un petit peu chaotique au début parce que on a commencé à travailler sur ce projet au moment, on va dire, où le marché s'est retourné. Donc on avait 1 200 000 transactions par an, des taux d'emprunt à 1%, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis en quelques mois, on est passé de taux d'emprunt à 4%, on est redescendu à 850 000 transactions dans l'ancien, quelque chose comme ça. Donc le marché s'est pas mal retourné et en fait la thèse de départ, c'était de se dire le marché va beaucoup se retourner, les prix vont chuter, il faut qu'on accompagne, il y aura des bonnes opportunités du coup, du fait de ces baisses de prix, et il faut qu'on accompagne des investisseurs à faire des bons deals et à profiter de ce retournement de marché. Ça, c'était le constat initial. Voilà. Et ensuite, on est parti donc du coup tout de suite sur une plateforme, une vision tech. L'idée d'agréger le marché, l'idée de travailler avec les agents immobiliers. Et au début, la différence par rapport à maintenant, c'est qu'on était vraiment toute classe d'actifs. Et en fait, du coup, en voulant parler un peu à tout le monde, on parlait un peu à personne parce que du coup, sur la plateforme, il y avait des immeubles, des colocations, des bureaux, des entrepôts, tout ça. Et au final, on s'est vraiment les transactions qu'on a vraiment réussi à acter, au final, c'était des murs commerciaux. Parce que ça venait aussi du background de mes associés, qu'ils en avaient fait pas mal, il y avait une vraie expertise là-dessus. Et donc on s'est dit, on se recentre sur les murs commerciaux, on verra plus tard si on réélargit, quoi. Ok. Au niveau du coup de l'équipe, vous êtes combien aujourd'hui ? Alors, initialement, on était 3 cofondateurs. On a un cofondateur qui est plutôt un investisseur. Mais on a un late co-founder, on va dire, qui nous a rejoint. En plus de ça, il y a un autre développeur avec moi et on a 4 commerciaux en plus dans l'équipe. Donc, j'ai pas trop en tête, ça doit faire 8, quelque chose comme ça. Voilà, on a une petite équipe, on est au début. Et là, on va dire on est à l'étape où on a une belle tech. On a fait pas mal de transactions là en 1 an, on va dire, depuis l'arrivée de notre dernier cofondateur qui est, on va dire, le directeur commercial. Et à partir de ce moment-là, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va aux prochaines étapes, comment est-ce qu'on fait grossir tout ça, et comment surtout est-ce qu'on évangélise un peu ça. Comment est-ce qu'on passe d'un milieu assez fermé, l'investissement dans les murs commerciaux, à faire comprendre au grand public ou à des investisseurs qui ont commencé, qui ont peut-être 1, 2, 3 appartements dans le résidentiel, à aller vers d'autres classes d'actifs et aller vers les murs commerciaux, leur expliquer les avantages. Ok, très intéressant. Je voulais savoir, du coup, on arrive à la question, tu l'as un petit peu expliqué, mais au niveau des murs commerciaux, en quoi est-ce que tu penses que c'est un choix, on ne peut pas dire intelligent, mais un choix avantageux pour les investisseurs, par exemple, comparé à l'immobilier résidentiel, même si l'idée, c'est pas forcément de dire que l'un est nul, l'autre, etc. Mais toi, quelle est ta vision par rapport à ça ? Ma vision, alors en effet, il ne faut jamais dire que l'un est nul et que l'autre est bon. Moi, personnellement, j'ai fait des investissements dans le résidentiel et de l'investissement dans des murs commerciaux. De toute façon, tout investisseur doit être diversifié, je pense, pour maîtriser son risque.
Maintenant, l'avantage des murs commerciaux, déjà, il y a plus de rendement. Si on regarde surtout, là par exemple à Paris, c'est assez flagrant. Quand on achète de l'immobilier résidentiel, les rendements sont très faibles puisque les prix au mètre carré à l'achat sont très élevés. On ne peut pas louer non plus très très cher, d'autant qu'il y a le permis de louer, l'encadrement des loyers, etc. Donc les rendements vont être supérieurs et sur des murs commerciaux à Paris, on peut arriver à 7% de rendement par exemple. Donc ce qu'on n'aurait pas du tout dans du résidentiel, on va être à 3 quoi. Donc déjà rendement plus élevé. Donc quand on commence à investir, c'est intéressant d'avoir plus de rendement parce que ça permet d'enchaîner les opérations. Alors que si on fait des opérations à faible rendement, on va vite être limité par la banque tout simplement. Donc plus de rendement. On évite beaucoup de contraintes qui sont arrivées récemment sur l'immobilier résidentiel. Donc je reviens, encadrement des loyers dans pas mal de grandes villes. Les DPE. Il n'y a pas de sujet de DPE. De manière générale, en fait, vu que le locataire, c'est une entreprise, c'est un exploitant professionnel, c'est une relation de professionnel à professionnel. C'est pas une relation de particulier à particulier. Il n'y a pas d'émotionnel par rapport au logement dans lequel on est. Et surtout, il y a beaucoup moins d'entretien, puisqu'en fait, le locataire, il s'occupe de ses travaux, il s'occupe d'entretenir sa boutique. Il n'y a pas de ballon d'eau chaude qui pète, de petits travaux d'entretien en permanence, etc. Donc, nous, ce qu'on met en avant, la catchline, la headline sur le site de Meilleur Acheteur, c'est plus simple, plus rentable, miser sur le local commercial. C'est clair. C'est un peu ça le résumé, quoi. Oui. Voilà. Ok, très intéressant. Au niveau des fonctionnalités de Meilleur Acheteur, est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes fonctionnalités préférées, nous présenter les fonctionnalités phares de Meilleur Acheteur? Ouais, alors déjà, au niveau des fonctionnalités, il y a toute la partie recherche. En fait, on a fait une expérience de recherche avec un prompt, en fait, un peu à la ChatGPT. Tu arrives sur une interface comme si tu étais sur ChatGPT, sauf que tu dis, je sais pas, Bordeaux supérieur à 7% de rendement. Et boum, ça te sort les murs commerciaux qui sont supérieurs à 7% de rendement. Tu vois, tu remplis pas un formulaire et tu peux aller vraiment dans du langage naturel. Et donc, tu vas pouvoir exprimer certaines choses qui vont être pertinentes. Tu vas pouvoir utiliser des noms de quartiers, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Donc, y a cette fonctionnalité-là que j'aime bien. Ensuite, il y a toute la partie, tu vas pouvoir générer tes offres sur la plateforme, donc que ce soit en nom propre, en société, directement générer tes offres sur la plateforme. De manière générale, je trouve qu'elle est assez agréable à utiliser, assez fluide, etc. Et on a beaucoup aussi de fonctionnalités parce qu'on a évidemment la partie de l'application qui est à destination de nos utilisateurs, mais on a aussi la partie back-office qui est à destination de nos commerciaux. Et là-dessus, pareil, on a beaucoup bossé les fonctionnalités, et notamment, en fait, on va proposer à nos utilisateurs, on en a à peu près 20% qui le font, de renseigner leurs adresses favorites. Donc c'est par exemple là où tu habites, là où tu vas en vacances, là où peut-être tu as déjà un investissement, et en fait, automatiquement, quand on va sourcer des produits qui sont à moins de 500 mètres de tes adresses favorites, on va t'alerter immédiatement. Ah, sympa ça. C'est pas mal, tu vois. C'est l'exclu. C'est ça. Et on te prévient en te disant, on pense que tu es le meilleur acheteur pour ce produit. Donc voilà, pas mal de fonctionnalités autour de ça et pas mal de fonctionnalités dans le back-office pour aider nos commerciaux à s'organiser et à accompagner les investisseurs, quoi. Au niveau justement tu parlais d'IA, de scrapping aussi, du coup vous en faites. Comment est-ce que tu penses que ça change l'expérience justement de l'investisseur ou même de la personne qui a un projet immobilier? Comment est-ce que tu vois le rôle de l'IA dans cette recherche immobilière qui a quand même beaucoup changé? Ouais, déjà pour moi la partie scrapping elle sert d'agrégation puisque je l'ai encore fait l'expérience récemment quand tu recherches surtout des murs commerciaux parce qu'en fait il y a beaucoup de choses en fait. Il y a les murs commerciaux, il y a les fonds de commerce, il y a les cessions de droit au bail. En fait, il y a plein d'annonces différentes. On ne sait plus trop où on en est. Si tu recherches par exemple sur Le Bon Coin, c'est un peu le fouillis, ouais, exactement. Donc déjà, le scrapping, il va permettre vraiment d'agréger plusieurs sources de données. Ça t'évite d'aller portail par portail, évidemment, et de les condenser à un seul endroit. Donc ça te permet vraiment, tu vas à un seul endroit et tu sais que tu as l'exhaustivité du marché. Ensuite, concernant l'IA, nous on l'utilise pas mal à la fois pour analyser les annonces qu'on scrape, que ce soit le texte d'annonce, donc du coup pour pouvoir taguer, ce produit-là, il a une extraction.
Donc ça permet de faire de la restauration, donc ça a de la valeur, donc on le tag extraction et comme ça nos investisseurs ils peuvent dire je veux des biens avec extraction ou ils peuvent taper dans leur prompt qu'ils veulent des murs avec extraction et boum ça leur ressort ces opportunités là. Donc il y a à la fois analyse sémantique, analyse des images et aussi analyse des emplacements. On utilise aussi l'IA pour ça, pour aller scorer en fait. On a créé notre propre estimateur pour aller estimer prix de vente et loyer des murs commerciaux. Et là-dessus, en effet, on utilise l'IA aussi pour ça, pour la qualité des emplacements. Ah oui, j'avais une question. Comment est-ce que vous vous différenciez du coup? Vous êtes par rapport à des chasseurs immobiliers ou à des plateformes d'annonces, comment est-ce que du coup, Meilleur Acheteur, vous vous différenciez? Alors, par rapport à des chasseurs immobiliers, en fait, on va pas se différencier tant que ça, parce qu'en fait, quelque part, on est un chasseur immobilier pour vraiment spécialisé sur l'investissement et sur l'investissement en murs commerciaux. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On va te trouver les meilleures opportunités. Donc, à la fois, l'avantage, c'est qu'on gagne pas mal de temps parce que l'investisseur va directement sur la plateforme dire « Ah bah tiens, ça peut m'intéresser, ça aussi. » Donc, on comprend de mieux en mieux ce qu'il veut, ce qu'il fait. Et ça nous aide. Mais sinon, en fait, on est un chasseur pour de l'investissement immobilier. Concrètement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Par contre, par rapport à un portail d'annonces, non, on ne permet pas directement de diffuser. C'est pas notre business model, en fait, de faire ça comme ça. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu plus sur ton statut en tant que CTO. Quels ont été pour toi les plus gros défis techniques au moment de créer Meilleur Acheteur? Tu es passé du coup de Wellmo, donc néo-agence immobilière, et à Meilleur Acheteur. Toi, au moment où tu as créé Meilleur Acheteur, est-ce que tu as rencontré des défis particuliers? Quels ont été ces défis? Ouais, initialement, pas mal de défis de performance parce que on scrapait énormément d'annonces. Enfin, en base de données, on avait 4 ou 5 millions d'annonces, quoi. Donc, quand tu fais des recherches un peu complexes et que tu veux pouvoir les afficher, si tu n'as pas un peu optimisé les choses, niveau performance, ça met un temps fou à charger. Donc, il faut faire pas mal de choses. Donc, j'ai pas mal progressé sur cette partie-là. Et après, ça a été aussi vraiment toute la partie IA parce que quand j'ai commencé à bosser en fait, sur Meilleur Acheteur, c'était, on va dire, déjà un peu les débuts de l'IA. Et un des réflexes très rapides, ça a été vraiment d'intégrer en API OpenAI et de bosser avec leurs différents modèles et de créer nos propres agents et de bosser là-dessus, quoi. Donc vraiment la partie IA et la partie performance. Je ne sais pas s'il y a droit à des spoils, si jamais non, tu me le dis, mais est-ce que là, il y a des fonctionnalités prochainement sur lesquelles tu travailles et pour lesquelles tu es particulièrement enthousiaste? Ouais, il y en a une qui me vient à l'esprit là, sur laquelle on bosse pas mal, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'informations en fait, sur les investisseurs qui sont sur notre plateforme. Donc déjà parce qu'on les qualifie au moment de l'onboarding, parce qu'on a leurs critères de recherche au moment quand ils créent leur recherche, et aussi parce qu'on a leur activité sur la plateforme. On sait ce qu'ils regardent, on sait sur quoi ils font des demandes, etc. Donc l'idée en fait, ça va être de faire une fonctionnalité à nouveau en utilisant l'IA, en envoyant toutes ces données-là en fait à l'IA, en lui disant voilà tel investisseur. Voilà ses critères, il a déjà investi ou pas dans le commercial, est-ce qu'il est OK pour faire des travaux, est-ce qu'il fait des projets marchands, aussi les informations qu'on a loguées sur eux quand quand nos sales font des calls, ils notent des informations, pareil les notes de ces calls, et de lui dire voilà parmi les 30 derniers produits qu'on a sourcés, qu'on a raffinés et qui sont bien, quels sont les 3 qui correspondent le mieux à cet acheteur. Ah, très intéressant, c'est pour la qualification. Exactement, comme ça le sales, quand il fait son call, il a tout de suite les 3 meilleurs produits à lui proposer, par exemple. Tu vois. Donc ouais, on bosse là-dessus en ce moment. Tu avais autre chose à ajouter? C'est le premier truc qui m'est venu. Non, après on aime bien, on bosse sur nos propres outils. On a envie de faire tout un panel d'outils pour les investisseurs. Donc on a fait notre estimateur de prix de vente et de loyer. Là on est en train de faire un outil de calcul des indexations de loyer. Parce qu'en gros, quand tu as des murs commerciaux et que tu as signé pour un loyer, tu sais, il suit un indice qui est l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, qui peut être révisé souvent chaque année ou tous les 3 ans. Et donc, c'est pour permettre aux investisseurs de calculer si le loyer n'a pas encore été révisé, à combien est-ce qu'il peut l'être, etc. Donc voilà, des outils pour aider les investisseurs. Ok, très intéressant. Et en parlant d'investisseurs, est-ce que vous avez d'autres cibles à côté qui se sont créées ?
Au tout début, en fait, ça a été vraiment nos utilisateurs, c'était notre réseau proche, etc. Et donc, c'était beaucoup d'investisseurs, on va dire pros. Quand je dis pros, c'est des gens qui ont déjà fait pas mal d'invest, qui se connaissent déjà l'immobilier commercial, qui ont peut-être déjà 2, 3, 5, 10, 20 murs commerciaux dans leur portefeuille. Donc, des gens très aguerris. On a eu aussi même des grosses foncières familiales, même des institutionnels qui recherchaient, parce qu'à l'époque on poussait aussi des immeubles, etc. Et là maintenant, notre typologie elle change un petit peu parce que les investisseurs pros sont toujours là, mais forcément vu qu'on a envie de grossir et de s'élargir, faut que la profondeur de marché soit plus importante. Et donc on essaie justement d'évangéliser un peu cette partie-là, et on a de plus en plus d'investisseurs plus débutants, un peu bons pères de famille, qui ont peut-être déjà fait 1 ou 2 investissements dans le résidentiel, qui ont envie de se diversifier, ça les intéresse, et qui viennent nous voir pour faire leurs premiers investissements dans les murs commerciaux. Du coup, toi, quels seraient, par exemple, 2-3 conseils que tu donnerais à quelqu'un demain qui veut se lancer dans l'investissement de murs commerciaux ? Je pense qu'un des premiers conseils, ce serait d'aller sur des murs commerciaux qui sont déjà loués. C'est plus facile, plutôt que d'aller sur des murs libres où on va du coup devoir tout de suite imaginer qui pourrait être le profil du locataire, imaginer quel serait le loyer. Il y a plus d'inconnus en fait, donc aller sur des murs de boutique déjà loués, avec un locataire qui est là en place depuis un petit moment, avec un rendement je sais pas, autour de 6,5-7%, quelque chose comme ça. Ce serait la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle toujours dans l'immobilier, on dit que le plus important c'est l'emplacement. C'est vrai dans le résidentiel, mais ça l'est encore plus dans les murs commerciaux, parce que vraiment d'une rue à l'autre ça change complètement, même à quelques numéros, le début de la rue est peut-être plus dynamique que la fin de la rue, donc il faut vraiment hyper bien connaître son secteur, et donc surtout pas investir dans des endroits qu'on connaît pas, aller sur des endroits qu'on connaît très bien, et pas hésiter, je l'ai fait il y a pas longtemps, ça marche hyper bien, si on envisage, je sais pas, d'acheter le local 12 rue quelque chose, d'aller dans cette rue et en fait d'aller juste parler aux autres commerçants à côté. Juste leur demander comment ça se passe dans leur activité, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a du passage, est-ce qu'ils se portent bien, même moi, il y en a plein qui m'ont répondu à me dire combien est-ce qu'ils payaient de loyer, tu vois. Oui. Donc ça permet un peu de situer au de niveau situer, faire sa propre étude. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est ces critères-là pour pouvoir se sécuriser à fond son achat. Question un peu plus marché, vision globale. Est-ce que tu penses que le local commercial, il peut revitaliser les centres-villes aujourd'hui ? Quand tu dis revitaliser les centres-villes, redynamiser les activités, peut-être dans des centres-villes qui seraient plus calmes. Je pense peut-être pas prendre Paris en exemple du coup, mais... Ouais, bah c'est vrai que les activités bougent beaucoup, et en effet, par exemple, le prêt-à-porter a beaucoup souffert ces dernières années. La restauration fonctionne encore très bien, quand même, en France. Je pense que le local commercial, il a un rôle à jouer pour dynamiser les centres-villes. Les rues bougent beaucoup aussi. En fait, c'est un actif qui est beaucoup qui va changer par rapport à la politique, puisque on a des rues qui vont être mises à contresens, dont le sens de circulation va changer. On a des rues qui vont devenir piétonnes. Il y a beaucoup de commerces qui se plaignent un peu de ça, maintenant il n'y a plus de stationnement pour aller en centre-ville. Il y a des villes qui en souffrent beaucoup de ça, de la piétonisation des rues. Maintenant, il y a des boutiques qui sont aussi fermées parce que parfois elles ont été achetées trop cher, ou parce que du coup, si elles ont été achetées très cher, on veut des loyers très élevés qui ne sont pas toujours applicables à l'heure actuelle. Donc non, c'est pas toujours évident, mais normalement, un actif bien placé, ça tourne quand même encore bien, et ça laisse les rues assez dynamiques, quoi. Il faut toujours, en fait, quand on investit dans un local commercial, toujours penser à un plan B, qui soit occupé ou vide, toujours se dire à qui est-ce que je peux le louer, si demain mon locataire part, quel type d'activité pourrait s'installer ici. Je vais pas me dire qu'une pharmacie pourrait être locataire alors qu'il y a 3 autres pharmacies juste à côté, quoi. Donc c'est plus il faut toujours envisager la suite et avoir un plan B, quoi. On a vu, il y a ce phénomène un peu qui est arrivé dernièrement, où des locaux commerciaux font en fait 2 activités en même temps. Tu sais, tu as des barbershops qui deviennent coffee shop en même temps, des cafés librairies. C'est vrai. J'ai vu vers chez moi à Bordeaux, il y a pareil
vendeur réparateur de vélo qui Ouais. fait coffee shop en même temps. Mais c'est ouf. Ouais, c'est dingue. Mais C'est du coup, ça dingue. réinvente un petit peu tout ça. Ouais, je pense, ça dépend en effet, des niveaux de loyer que ces activités peuvent. En fait, ce qu'on garde en général comme repère, c'est qu'il ne faut pas qu'un loyer dépasse les 10% du chiffre d'affaires d'un commerçant. À peu près, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et au niveau de vous, votre zone d'activité, enfin, vous avez. C'est français, etc. Vous ciblez pas forcément Paris, vous visez plusieurs grandes villes de France, c'est ça? Ça peut être un peu partout. C'est, on va dire, là où nos investisseurs sont les plus demandeurs. Maintenant, c'est vrai que par réseau et par notre clientèle un peu historique, on a fait principalement du Paris, banlieue parisienne. On a fait des deals à Bordeaux aussi, Marseille, Lyon. Et récemment, on a signé un très beau deal à Amiens aussi. Donc ouais, parfois même dans des plus petites villes, dans des plus petites villes, tu vas en général avoir des meilleurs rendements. C'est toujours ça. Et donc un très bel emplacement dans une ville de taille moyenne, voire petite ville de province, ça peut être un excellent investissement aussi. Très bien. Alors, des questions un peu plus tournées vers le futur. Au niveau de ta vision à 3 ou 5 ans avec meilleur acheteur. Ouais, alors vision à 3 ou 5 ans, l'idée ce serait donc de mieux mailler, on va dire, le territoire. Et certainement de trouver un moyen de mettre à contribution les agents immobiliers, de travailler en fait avec eux de manière plus efficace. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en fait, on travaille avec eux puisqu'on leur apporte des clients sur des biens qu'ils ont rentrés en mandat. Mais l'idée, ce serait de faciliter ça. Et je pense qu'on a une partie pour nos acheteurs sur la plateforme qui sont nos clients, mais il faudrait qu'on ait une partie pour les agents immobiliers en fait, pour leur permettre de facilement partager leurs produits, pour leur permettre parfois de dire de manière simple, celui-ci il est affiché tel prix, mais je pense qu'à tel prix ça pourrait sortir, pour faciliter le partage de documents, les allers-retours en fait tout simplement, et vraiment faire quelque chose de collaboratif où tous les acteurs de la chaîne sont présents sur la plateforme. Je vois bien les choses comme ça et toujours continuer à travailler à la fois sur le sourcing, parce que c'est le nerf de la guerre, avoir les bonnes opportunités qui sortent et qui sortent rapidement. Les data, savoir très bien estimer un loyer, un prix de vente, et le situer un bien immobilier dans son marché. Est-ce qu'il est plus cher, moins cher? Est-ce qu'il est mieux, moins bien que d'autres biens concurrents? Donc vraiment continuer à travailler sur le sourcing, la data, l'expérience utilisateur. Au niveau de votre développement commercial, donc vous êtes principalement en France, est-ce que vous pensez peut-être à vous développer en Europe ou à l'international dans les prochaines années? Ah, ce serait génial. Ce serait génial. Et oui, je pense que c'est possible en plus. Et d'autant plus que peut-être pas sur le mass market, mais quand on touche à des investisseurs un peu pros qui ont l'habitude d'acheter, pareil, c'est une nouvelle façon de se diversifier aussi, d'aller acheter des actifs un peu dans d'autres pays qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, quoi. Mais je pense que pour ça, forcément, bon, il faudra bien étudier les pays qu'on ouvre, etc., bien connaître les marchés, avoir des partenaires locaux et être équipé, je pense aussi niveau financement. Donc avoir des banques ou des courtiers partenaires pour pouvoir accompagner facilement nos investisseurs à acheter à l'étranger. Donc on arrive vers la fin. Je fais une petite tradition avec les invités à chaque fois, c'est un tu préfères. Ok. Donc je te pose 2 situations et tu me dis ce que tu préfères. Tu peux ou non développer. Ok. Alors, est-ce que tu préfères développer une fonctionnalité hyper innovante, exclusive, mais risquée, ou améliorer une fonctionnalité existante qui vous rapporte déjà? J'aime bien tester les fonctionnalités un peu risquées. Okay. Et au pire, je rollback si vraiment c'était pas une bonne idée. Oui, parce que c'est qui te double, ça se trouve, ça va révolutionner le marché. Ok. Est-ce que tu préfères lever beaucoup de fonds pour scaler rapidement ou bien rester plus lean et autofinancer, mais du coup un peu plus lentement? Je pense que je préfère la deuxième option. Donc on reste sur l'autofinancement. Ouais. Est-ce que tu préfères automatiser au max avec l'IA, réduire un petit peu le rôle de l'humain, ou bien tu gardes une forte place à l'humain, enfin l'expertise terrain, même si ça freine un peu la scalabilité du coup? IA. J'ai pas envie de faire le fan, mais c'est vrai que y a vraiment beaucoup d'opportunités en fait. C'est presque nous qui nous limitons et qui parfois trouvons pas les cas d'usage, alors qu'en fait, quand une fois qu'ils sont développés, ils paraissent évidents et
Alors ouais, c'est quand même vraiment très efficace. À chaque fois, nous, en tout cas, qu'on l'a intégré quelque part, on n'est jamais revenu en arrière, quoi. Ok, est-ce que tu préfères te concentrer uniquement sur l'immobilier commercial ou ouvrir à d'autres typologies comme le résidentiel ou le mixte? Ouvrir. Je pense que là, maintenant qu'on s'est bien spécifié sur l'immobilier commercial, on peut aller sur d'autres classes d'actifs, notamment parce qu'on a des investisseurs qui nous le demandent et qui regardent aussi autre chose. En fait, les investisseurs, ils cherchent surtout à faire des bonnes affaires. Donc, ils vont là où il y a des bonnes affaires. Et en effet, je pense sur les investisseurs un peu pros, au-delà des murs commerciaux, ils regardent aussi des immeubles de rapport, de tout ce qui est hôtellerie et Airbnb. Ils regardent aussi. Après, on a même d'autres investisseurs qui vont sur des bureaux, des entrepôts, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, je pense que c'est intéressant après d'ouvrir pour toucher à d'autres classes d'actifs. Ok. Est-ce que tu préfères, on en a un petit peu parlé, mais conquérir un marché européen dès demain ou devenir incontournable en France avant une possible exportation? Non, je pense d'abord devenir incontournable en France. J'aurais trop peur de me brûler les ailes à commencer à aller dans des endroits que je maîtrise vraiment pas. Ok, bah écoute, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, Charles. Ça marche. Merci beaucoup, Vania. Merci. On souhaite le meilleur à meilleur acheteur et puis à toi aussi. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci.